Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, Les Défis des Filles Zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intime et sans détour. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir la ou les vérités cachées de Nicolas Penn. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique Avis. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci d'avance pour ton soutien. Aujourd'hui, je te propose le portrait intime de Nicolas Penn. Alors Nicolas, c'est le tout premier invité de ce podcast. Et oui, carrément, le premier. Et je suis tout autant émue que ravie de l'accueillir. Alors Nicolas, ou dois-je dire d'ailleurs Nico, parce que j'ai vu que tu utilises souvent ce diminutif. Eh bien, Nicolas est auteur, formateur et chercheur de vérité. Ses domaines de prédilection, la connaissance de soi, avec cette fameuse citation à laquelle il se réfère souvent, le fameux « Connais-toi de toi-même » inscrit sur le temple de Delphes. Mais aussi l'énéagramme, avec les nombreuses vidéos de décryptage de personnalités célèbres que j'ai pu découvrir sur sa chaîne YouTube. Nico a aussi publié plusieurs livres, dont récemment le petit livre de l'énéagramme, qui propose de mieux comprendre son profil parmi les 9 principaux. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu proposais également une formation certifiante sur cette thématique, celle de l'énéagramme. Et enfin, Nicolas, pour terminer ce court portrait, a eu l'excellente idée il y a quelques semaines de créer son podcast dédié à la connaissance de soi et dans lequel il partage son approche intégrale de la connaissance de soi. Nicolas, comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Avant toute chose, déjà, je te remercie. Je suis très honoré d'être le premier invité sur le podcast. Donc, c'est toujours une sacrée mission d'être le premier, et puis c'est un grand honneur. Alors, pour me définir, on parle de connaissance de soi. Sur la connaissance de soi, effectivement, l'identité est au cœur de la connaissance de soi et c'est toujours délicat d'arriver à donner une définition de soi qui pourrait être représentante de soi et en même temps suffisamment claire pour les autres. Alors, je dirais d'un point de vue professionnel, ce que je me définirais d'un point de vue de mon activité, je suis auteur et formateur, essentiellement formateur. Donc, je réalise de nombreuses formations. Ça fait depuis, j'ai lancé mon activité il y a 11 ans. Donc, je donne des formations depuis 11 ans. Ça commence à faire. Essentiellement, spécialisé dans la formation en ligne. Et mes domaines de spécialisation, c'est la connaissance de soi. Au travers de celui-ci, l'énéagramme depuis pas mal d'années. Et plus récemment, un autre outil qui est génial, qui est très complémentaire, qui s'appelle la spirale dynamique, Spiral Dynamics. Et au-delà de ça, j'aime bien, moi, vraiment, mon approche, c'est une approche de connaissance de soi qui utilise la psychologie, la partie de l'approche scientifique, puisque je suis, on va dire, de cursus de formation scientifique, plus mathématiques, mais de mathématiques appliquées pour être dans le détail dans mon ancienne vie professionnelle. Et également la spiritualité. Et j'aime bien avoir cette approche de la spiritualité, ou cette approche, je dirais, plutôt holistique de la connaissance de soi, vraiment amenant chaque partie et de pas les séparer, mais au contraire de voir comment elles peuvent faire une forme de complémentarité. Voilà pour me définir plus ou moins succinctement. J'ai vraiment aimé cette expression que tu as utilisée, que j'ai vue, je crois, sur ta page Facebook, qui est celle de chercheur de vérité.
En fait, ça m'a beaucoup parlé, notamment avec le concept de ce podcast. Et justement, pourquoi c'est si important pour toi, cette recherche de vérité? Alors, en fait, je vais partir par l'opposé. C'est qu'en fait, je suis fou de colère quand je vois des informations qui sont fausses. Et j'ai beaucoup de mal à gérer justement la fausse information. Alors, en plus, sur Internet, on est vraiment dans un domaine, dans une époque où c'est très compliqué de retrouver le lien de l'information. Et je trouve que la quête de la vérité, déjà, c'est une quête, c'est qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'on va arriver à atteindre la vérité? Pour moi, c'est plus un idéal que l'on tend à atteindre sans vraiment y parvenir, mais toujours aller chercher un petit peu plus loin. Et la vérité amène une forme j'ai envie de justesse et de sens. C'est une quête de sens aussi qui est cachée derrière. C'est-à-dire derrière la vérité, c'est chercher le sens profond des choses, le sens profond de pourquoi. Vraiment la question du pourquoi, pas pourquoi à quoi ça sert, mais pourquoi est-ce que c'est là? Quel est le sens aussi? Et alors, j'imagine que tu n'as pas toute ta vie voulu devenir auteur et formateur. Tu as dit que ça faisait 11 ans. Tu as déjà évoqué des petits morceaux de ton parcours d'avant. Mais ma question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Alors, j'ai une anecdote qui est assez drôle. J'en parle d'un dernier livre, justement, qui traite de trouver sa mission de vie, où je disais que quand j'étais gamin, et tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Quand j'étais gamin, mes parents me demandaient ce que je voulais faire. Et une fois, je leur ai dit, mais en fait, j'ai envie de prendre, mon père était artisan plâtrier, de prendre le camion de mon père, de mettre la table, d'aller à la place du village et écrire des poèmes et vendre des poèmes. Voilà ce que je voulais faire quand j'étais gamin. Sachant que j'avais pas forcément écrit beaucoup de poèmes, mais c'était ce qui m'avait inspiré au moment. Et j'aime bien dire que finalement, dans ma vie d'adulte aujourd'hui, c'est indirectement un peu ce que je fais, parce que la place du village, pour moi, c'est Internet. Et finalement, ces poèmes sont remplacés par de l'enseignement. Alors au début, en plus, j'ai commencé en écrivant des articles sur des blogs. Il y a l'écriture de livres. Et voilà, ça, c'était une des mille et une choses. Alors j'avais plein d'idées quand j'étais jeune. Je me suis cherché longtemps. J'enviais. Je me rappelle un copain de classe que j'enviais qui, dès l'âge de 10 ans, disait moi, je vais être pompier comme mon père et mon frère. Et aujourd'hui, il est capitaine, pompier professionnel depuis plus de 20 ans. Et moi, je l'enviais, quoi. Je me disais, mais comment on peut avoir cette vocation dès le départ? Et donc, ça a été un chemin assez chaotique, mais en même temps, ce chaos-là fait partie de la vie et m'a amené justement à arriver sur quelque chose qui fait sens et en même temps qui a toujours été là, puisque c'était des brides sans forcément porter des mots. Et c'est vraiment ce que je crois fondamentalement, c'est que chacun et chacune d'entre nous, on fait des choses dans notre vie, on comprend pas pourquoi on les fait, on va dans des directions, on comprend pas pourquoi. Alors des fois on se trompe, des fois on va, mais il y a toujours quelque chose qui nous a amené dans cette direction, qui avait du sens. Et je crois que ce qui est dommage, c'est tout jeter. C'est-à-dire voilà, par exemple, j'ai travaillé pendant 10 ans dans cette activité-là. Et j'étais pas à ma place, je jette tout. Non, il y a quelque chose qui t'a amené là, et il y a quelque chose qui te faisait vibrer à ce moment-là. Et c'est pas l'activité en elle-même, c'est arriver à trouver la raison, la motivation, la petite lumière, la petite flamme qui était cachée derrière. Et vraiment arriver à trouver et récolter un petit peu ces petites, plutôt que de flammes, je dirais des pierres précieuses, et pour trouver le vrai trésor qui est le sens des choses, le sens de sa vie. Après, on pourrait amener une autre question qui est derrière. Est-ce que le fait de faire toute sa vie la même chose, est-ce que c'est vraiment ça le sens de sa vie, ou est-ce que c'est plus global? Donc voilà, en tout cas, je sais une chose, c'est que là, je suis aujourd'hui là où je dois être. Et ça, c'est une évidence. Et justement, tu as parlé de petites pierres précieuses. Quelles sont tes petites pierres précieuses? Alors justement, à toi, qu'est-ce qui te fait profondément vibrer? Quelles sont ces choses qui te motivent en profondeur, au-delà des actes en fait et des activités, mais ces motivations profondes?
Alors, je vais revenir dans mon passé, dans mon enfance. Mes parents, ils en avaient marre de moi parce que je faisais que parler. Putain, je parlais. Ils disaient, tu t'arrêtes jamais de parler. Et justement, finalement, il y a ça, c'est que j'ai besoin de communiquer. J'ai vraiment besoin de communiquer et plus de ça, j'ai besoin de transmettre. Quand j'apprends quelque chose, quand je découvre, j'ai un besoin très viscéral de le transmettre. Et c'est pas besoin de transmettre pour avoir une valorisation extérieure ou une appréciation. Non, il faut que ça sorte. Et voilà, ça c'est une de mes pierres précieuses. Apprendre aussi, j'adore apprendre, j'adore découvrir. Je m'éclate quand je découvre de nouvelles choses. Donc ça aussi, et la créativité aussi. Je suis un grand créatif et j'adore exprimer ma créativité. J'ai besoin de ça. Tu vois, c'est intéressant parce que les mots que j'utilise, c'est plus que j'adore, c'est j'ai besoin. C'est vraiment une nécessité pour m'épanouir. Donc voilà. Et puis bien évidemment, le sens de la contribution, c'est est-ce que ce que je fais a du sens. Et ça, je peux pas faire une activité. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait quitter la voie traditionnelle et qui m'a fait partir d'un métier à l'autre à l'époque aussi quand je cherchais. C'est que je trouvais pas de sens. Et à chaque fois que j'avais une offre d'emploi qui était un CDI ou quelque chose de confortable, de suite je me barrais. Et je me barrais avant d'accepter l'offre parce que je voyais que la direction vers laquelle j'allais m'amenait sur quelque chose qui n'a pas de sens. Ou du moins, par rapport à mon propre perspective, l'impression d'être un petit boulon dans une espèce d'énorme Airbus, quoi. Et comment tu as fait et comment tu fais encore aujourd'hui peut-être cette distinction du coup entre ce qui a du sens et ce qui n'a pas de sens? Comment tu arrives à le différencier? Je ressens, c'est beaucoup du ressenti. On pourrait dire que c'est d'un point de vue intellectuel, mais non, c'est vraiment un point de vue du ressenti. Hélas, parfois, j'ai besoin d'expérimenter la chose pour le savoir, mais c'est beaucoup le ressenti, ouais. C'est beaucoup le ressenti. Puis quand j'ai la flamme à l'intérieur de moi qui s'allume, alors des fois c'est une espèce d'enthousiasme du moment qui s'essouffle, mais ce que j'essaye de faire, c'est quand j'ai cet enthousiasme, où j'essaye, je dis pas que j'y arrive toujours, c'est atteindre un maximum et avant de mettre en action. Comme ça, au moins, je suis sûr de voir si c'est vraiment un enthousiasme, une espèce d'excitation du moment ou s'il y a vraiment quelque chose sur le long terme. Et j'ai constaté que des fois, j'avais des envies, des idées, des intentions assez obsessionnelles qui revenaient au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis les gens autour de moi disaient non, t'es sûr? Oh, ouais. Ou genre, ils me prenaient pas au sérieux. Et en fait, à chaque fois que j'avais ça et que ça revenait, c'est que c'était le bon chemin. Et donc, je m'écoute beaucoup plus, en d'autres termes. En synthèse, je m'écoute beaucoup plus. Et quel est le moment le plus magique de ta vie? Alors que ce soit récent, que ce soit plus ancien. Le moment le plus magique de ma vie, c'est, comme tout parent, c'est la naissance de mon fils, clairement. C'était récent? Oui, c'est très très récent. C'est très récent. Très récent. Merci. Et donc voilà, ça c'est vraiment le moment le plus magique qui est indescriptible. Et le second moment le plus magique, c'est une histoire que je raconte de temps en temps parce que c'est celle qui m'a amené à ce que certains appellent l'éveil spirituel. Moi, j'appelle ça l'éveil à un autre stade de spiritualité. J'avais un vision board, fameux tableau des rêves où on marque tout ce qu'on réalise, et un de mes rêves que j'avais déjà initié dans ma tête 5 ans auparavant, c'était vivre de mon activité, être vraiment indépendant, mais indépendant financièrement et géographiquement. Ça faisait déjà quelques années que je vivais de mon activité, mais j'arrivais pas encore financièrement à être à ce niveau-là d'indépendance. Et je m'étais dit, 5 ans avant de faire ce vision board, j'étais en voyage à Rome et j'étais avec ma compagne et je lui disais, tu vois, c'est des terrasses d'un restaurant. Je m'imagine un jour, je serai à la terrasse d'un de ces restaurants, mais je serai en train de vivre de mon activité et je serai là et je travaillerai tout en profitant.
des choses et vraiment mêler un petit peu tout, que le travail, la passion, le plaisir soit là. En plus, l'Italie, c'est vraiment un pays qui me marque beaucoup d'un point de vue historique tout particulièrement. Et en fait, j'avais fait un vision board et sur ce vision board, j'avais cherché le restaurant italien idéal. J'avais passé 15 minutes sur Internet. Finalement, j'avais acheté une photo sur une banque d'images, je l'avais postée. Et un an après, je suis allé en Italie et je faisais des vidéos pour ma chaîne YouTube, je profitais, je me baladais, j'avais pris un aller simple, je savais pas quand j'allais revenir. Petite long story short, comme diraient les anglophones. Je suis resté 20 jours, j'ai visité 6 villes, c'était incroyable. Mais ce qui a été le plus incroyable de tout, c'était le 3e jour où j'avais cette idée de ce fameux vision board et j'allais dans des cafés, j'allais dans un restaurant, mais j'arrive pas à trouver le restaurant. Et un midi, j'étais à la terrasse d'un restaurant. Faut apprendre, faut savoir que je suis pas du tout visuel. Et en fait, comme je tournais plein de vidéos, j'avais trouvé une petite séquence juste avant de rentrer dans le restaurant. Et je sors du restaurant, je me dis, tu sais quoi, ton rêve, arrête de chercher ton restaurant. Ah, c'est bon, t'es en train de vivre ton rêve, arrête. Un peu plus tard dans l'après-midi, je me pose dans un café et je regarde mon téléphone. Et dans mon téléphone, c'était pour chercher des infos, j'avais pris les photos de mon vision board. Et je regarde mon vision board, je dis, non, c'est pas possible. Je reviens sur la petite vidéo que j'avais faite du restaurant. Et bon, tu la vois venir l'histoire. Oh là là, le restaurant dans lequel j'ai mangé le midi, c'était ce restaurant. Mais le truc le plus fou qui était arrivé, c'est que je suis arrivé devant ce restaurant. Et à l'époque, on m'avait dit, ma future femme m'avait dit, fie-toi à ton intuition, tu as beaucoup d'intuition. Et je me suis dit, tiens, je vais faire le test de l'intuition. Je me suis baladé dans les rues, je suis autour des rues pour trouver un restaurant. Et je reviens à ce fameux restaurant, mais genre j'étais passé par un côté de la rue et je revenais de l'autre côté. Et donc je tournais ces petits shots de vidéos pour les insérer sur mes vidéos pour faire des petits montages. Et je regarde et en fait le plan de vidéos que j'avais pris du restaurant était exactement le même que l'angle avec lequel a été pris la photo. Voilà, ça c'est l'histoire. Je vois ça, je finis mon café. Je sors de ce café de suite. Il fallait vraiment que je me barre. Et la première chose qui s'est produite, c'est que je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer, mais pleurer de joie. C'est incroyable. Après coup, j'ai regardé, j'ai vu il y avait plus de 9000 restaurants à Rome. Quelle était la probabilité pour que je tombe par hasard dans ce restaurant? Et qui plus est, dans un lieu très proche de là où j'avais finalement 6 ans plus tôt, un jour je serai à Rome et je vivrai ça. Et c'est un peu comme si ce rêve a été réalisé, mais en fait, à l'époque, j'étais déjà formateur en PNL, en programmation neurolinguistique, et j'étais très axé sur l'hypnose, sur l'inconscient. Et pour moi, le vision board, c'était un outil qui permettait finalement d'envoyer des informations à l'inconscient et de dire, voilà, ton inconscient, au bout d'un moment, à force d'avoir ces informations, va faire en sorte de matérialiser les choses. Mais là, ce qui s'est produit, ce que j'ai vécu, c'est qu'il y avait autre chose. Il y avait autre chose qui me dépassait, il y avait autre chose de plus fort. Et cette autre chose, je le vivais. Je l'entendais pas des uns des autres, je le vivais véritablement. Et ça fait un vrai avant et après dans ma vie. Voilà. Ok, justement parce que j'allais te poser ensuite une question, mais en fait tu y as répondu. Déjà cette histoire, c'est vrai qu'elle donne les frissons parce qu'en fait on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort et justement j'allais te dire le jour où tout a changé pour toi, c'était quand? Ouais. Et voilà, pour toi ce moment-là, il a vraiment créé une différence. Ouais, vraiment, parce que en fait. Ça faisait un moment que alors, on pourrait revenir si je rentre dans la spécificité, mais je vais essayer d'être le plus bref possible, parce que je fais beaucoup de digressions, voilà, je parle beaucoup. Je l'ai expliqué déjà avant. Tu nous l'as dit, c'est bon, pas de souci. En fait, quand j'avais une vingtaine d'années, avec un ami, on était passionnés d'ésotérisme. Et on lisait beaucoup à ce sujet. On était vraiment, vraiment passionnés à tout ce qui était un petit peu mystérieux, mystique, un peu sacré. Donc, il y a vraiment l'ésotérisme, spiritualité, mais vraiment l'ésotérisme. Et
comme je l'ai expliqué en amont, j'étais de cursus scientifique. Et à un moment donné, il y a eu un espèce sur ce que je lisais un peu tout et n'importe quoi. Je disais, mais c'est n'importe quoi. Et forcément, c'était le cas sur certaines choses. Donc, du coup, j'aime bien dire, j'ai fermé le livre. Et je suis rentré aussi dans une culture, sans m'en rendre compte, qui est une culture très matérialiste. Et mon univers scientifique a fait que finalement, en fait, j'étais dans cette vision-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la spirale dynamique m'a permis de porter une vision, me faire comprendre pourquoi, à ce moment de ma vie, j'ai eu cette vision du monde et qu'elle est restée pendant un certain temps. Et certains parlent dans le domaine de la spiritualité. Je crois que c'était un prêtre du 10e ou 12e ou 11e siècle qui était très orienté sur la partie mystique. Il parlait de la nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme, c'est cette période où finalement on ne croit plus au sacré, au spirituel. Et donc j'ai fait pendant 14 ans, j'étais sur cette fameuse nuit noire de l'âme où finalement il y avait que le concret, le matériel, explicable scientifiquement qui se passait. Et en 2014, j'ai vécu au travers d'un exercice de PNL une expérience qui est une expérience, on pourrait dire, mystique, mais en même temps qu'on peut arriver à rationaliser. Et puis différentes choses qui m'ouvraient à la spiritualité. Donc, il y avait vraiment des portes qui commençaient à s'entrouvrir. Mais là, vraiment, ce jour-là, en fait, c'est pas que la porte s'était entrouverte parce qu'elle était déjà entrouverte, c'est que j'ai franchi la porte. Et mon appréhension, ma perception des choses, ma perception de la vie, même de mon activité professionnelle, a vraiment été différente et a vraiment changé à partir de là. Et c'est vraiment ça qui a été intéressant et qui m'a amené à une autre perception des choses. Tu veux dire qu'il y a une place plus importante à ton intuition, par exemple? Ouais, à l'intuition, au côté spirituel, à l'inexplicable. Et bien évidemment, il y avait ce côté rationaliste, je dirais pas scientifique, rationaliste qui est revenu pendant très longtemps, hein, même il y a encore il peut arriver encore, il peut se remanifester de temps en temps, je l'occulte pas. Et en même temps, c'est pour ça que je parlais de science aussi et par rapport à ça, j'ai pu découvrir tout un pan justement de la recherche scientifique qui est beaucoup moins connu, qui arrive à avoir une autre perception de ces phénomènes et dont notamment, alors on est dans le domaine des sciences plus ce qu'on appelle sciences de la psychologie, dont notamment aussi beaucoup les travaux de Jung qui sont fascinants et qui amènent sur des autres conceptions de la réalité et qui justement ont permis de combler des trous ou de voir en quel point en fait j'avais ces deux systèmes de croyances, ces deux systèmes qui sont un système une vie spirituelle avec différentes croyances et différentes choses que j'ai vécues, que j'ai expérimentées, mais qui n'étaient pas prouvées scientifiquement, ou du moins pas dans la science telle qu'on peut l'avoir traditionnellement, qu'on pense avoir universitairement. Et encore que là, on pourrait mettre des bémols. Et de l'autre côté, mon côté où j'ai fait des études scientifiques, j'ai bossé pendant 5 ans dans le milieu de la recherche et j'étais conditionné par une approche qui était plutôt rationaliste des choses, je dirais plus matérialiste, voire même des fois sur certains points clivant scientisme. Et à un moment donné, j'ai pu voir finalement comment on peut regrouper ces choses-là et ces deux approches-là. Est-ce que c'est un peu l'objectif aussi de cette connaissance de soi? Tu parles d'approche intégrale. Est-ce qu'il y a aussi cette idée pour toi de réunir un peu des mondes qui semblent s'opposer, mais de faire un peu ces liens? Exactement. C'est cette l'approche intégrale. En fait, j'ai découvert ça en m'intéressant avant de former sur la spirale dynamique. C'est vraiment il y a plusieurs chercheurs donc qui sont plus sur de la psychologie sociale, sur l'anthropologie. Donc Claire Graves qui a été l'initiateur de ce qu'on appelle la spirale dynamique. On a aussi Abraham Maslow avec la fameuse pyramide de Maslow qui n'est pas ce qu'elle est. J'ai vu. Tu as vu la notification.
et qui est bien plus intéressante, bien plus passionnante que ce qu'on peut croire sur ça. Et bien d'autres, comme par exemple Ken Wilber aussi, qui a fait des liens entre la spiritualité, entre les sciences. Vraiment, cette approche plus holistique de la vie, du monde, parce que je crois qu'il faut pas séparer les choses. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir tendance à faire cette séparation-là, alors que tout est lié. Tout est lié et tout est complémentaire. Et l'approche holistique aussi, je la vois dans cette approche. Alors ça, c'est là, on va plus parler d'un sujet que connaissent ceux qui sont intéressés à l'ésotérisme et tout particulièrement à la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, où il y a un texte sur lequel il écrit est en bas comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et moi, j'aime bien lire cette phrase-là aussi dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est super intéressant parce que justement, sur l'infiniment petit ou l'infiniment grand, ou même sur des différentes échelles, on s'est rendu compte que par exemple, on pouvait avoir un lien entre les connexions neuronales dans le cerveau et les schémas des amas de galaxies et les liens entre les galaxies en tant que telles. Il suffit de regarder l'explosion d'une supernova. On le voit parfois sur Internet et que ça ressemble à un œil, à toute la beauté du cristallin de l'œil. Et donc, il y a vraiment un mystère qui est présent et qui semble faire en sorte qu'on peut trouver des choses qui sont identiques à des échelles différentes. Et j'aime bien cette approche-là aussi. Ken Wilber en parle pas mal sur ça. Et vraiment, je m'insère là-dedans. Et ce que je fais, bien évidemment, sur le podcast, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation. Sur mes formations, on va plus en profondeur. Mais au-delà de ça, ce qui me plaît, c'est vraiment ce travail de recherche. Ce travail de recherche et d'avancée et d'expérimentation aussi. Chose qu'on oublie, que moi j'ai oublié pendant trop longtemps. Ok, c'est super intéressant. Moi aussi, je suis vraiment fascinée par ça et j'ai vraiment eu l'impression qu'à la fois la physique quantique et la cosmologie, c'est vraiment des approches ou des parties de disciplines qui font un peu ce lien, en fait. Je trouve qu'ils sont confrontés à ça et c'est ce qui les rend passionnantes. Moi, j'avais lu à ce titre quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée. C'était l'idée que l'espace qui existe dans notre corps entre les différentes molécules est à la même échelle que l'espace qui sépare les planètes dans l'espace. Et en fait, cette idée qu'on ait fait plus d'espace que de matière, et c'est ce qu'on retrouve en fait au niveau de l'infiniment grand. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont passionnantes. Totalement. Déjà, c'est complètement fou d'appréhender ça, quoi. C'est complètement fou de se dire, mais en fait, il y a plus d'espace à nous que de matière. C'est fou. Et en même temps, je trouve que ça ouvre ça nous donne en fait une liberté, quoi. L'impression qu'en fait, il y a beaucoup plus de place. Et d'ailleurs, un peu à l'image de nos vies, moi, c'est une thématique sur laquelle, justement, je préparais un podcast. Ce sentiment qu'on est débordé, tu vois. En fait, on ne voit que ce qui remplit. On voit pas tout le reste, quoi. Comme si nos yeux sont attirés par ce qui clignote, etc. Nos oreilles semblent n'entendre que les bruits. Et en fait, on perd un peu le contact avec l'espace, avec la place, avec le silence. Et pour autant, je trouve qu'il y a vraiment aussi une part de vérité ici, ou en tout cas de la place pour autre chose. Et donc sortir un peu de ces conditionnements, comme quoi, voilà, on est débordé, il y a trop, et d'oublier l'abondance, en fait, de cette place qui est là. Intéressant. N'est-ce pas? Non, mais super. Et vraiment, ce podcast, j'ai regardé les thématiques que tu proposes, les vidéos avec cette pyramide de Maslow aussi qu'on a peut-être un peu trop vulgarisé pour le coup, ou trop déformé. Et c'est vrai que ces thèmes sont vraiment hyper intéressants. Donc, merci beaucoup aussi pour ces partages. Je voulais te poser à présent une autre question. Alors, qui, je pense, sort un petit peu de ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Mais quelle est la chose la plus folle que tu as fait dans ta vie? La chose la plus folle que j'ai faite dans ma vie. J'en ai fait. La pire. N'importe quoi. La pire, je dirais la meilleure, c'est... alors, elle va pas être folle pour certains, pour d'autres,
peut-être plus, ça a été de partir de France et d'aller vivre au Chili et de le faire. Moi, j'aime bien dire, c'est la raison m'aurait jamais amené aussi loin de mes frontières et encore moins dans un pays que je connaissais pas du tout. Et c'est le cœur qui m'a amené au Chili. Et donc là, j'y vis depuis 2 ans et demi. Je suis très très heureux ici. Et en fait, pour moi, pourquoi c'est quelque chose de fou, c'est que déjà mon espagnol était nul. Voilà, bon, ça c'est déjà un premier point, ça aide pas. Mais surtout, c'est que ce qui s'est passé, en fait, ce qu'il faut voir, c'est plus le contexte. C'est-à-dire que à la base, je viens des Pyrénées. J'ai vécu, ça s'entend à mon accent, certains pensent accent de Marseille ou de Toulouse, non, c'est accent du fin fond des Pyrénées. Et en fait, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et après, je suis allé à Toulouse, donc on va dire la grande ville la plus proche des Pyrénées, sur laquelle j'ai vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Et en fait, pour la petite histoire, donc je viens d'un village de moins de 500 habitants dans les Pyrénées, dans lequel mon père est né, dans lequel mes grands-parents ont vécu. Ma mère vivait dans la ville qui était juste à côté, mes grands-parents aussi. Donc en fait, si tu veux, il y a toute une histoire familiale très lointaine, d'ancrage très profond dans ce village, dans cette ville. Et donc, le fait de partir en tant que tel, ça peut paraître assez simple, mais en fait, finalement, j'ai dû également, il y a eu tout ce bagage historique, tout ce bagage qui fait partie de moi également, mais il y a eu pas mal de choses à dépasser. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Et donc, ça a été quelque chose qui a été difficile. Pourquoi? Parce que aussi, donc j'ai fait plusieurs allers-retours entre le Chili et la France, et quand je suis parti, alors j'allais partir définitivement, on va dire quelques mois plus tard, mais en fait je suis parti au mois de mars 2020. Et bon, c'est ce qui s'est passé en mars 2020, et je devais revenir genre un mois et demi après. Et je me rappelle, je dis à ma mère, bon, mais t'inquiète pas, on se revoit dans un mois et demi, peut-être un peu plus. C'était juste, je me suis dit, faut que je parte. C'est assez marrant l'histoire. Je suis parti la veille de la fermeture des frontières en France. J'étais à Londres dans le transit. Je voyais le discours de Macron à la télé dans le bar, dans le resto où j'étais en train de manger. Je suis arrivé au Chili la veille des fermetures de frontières au Chili. Et en fait, comme j'avais un visa de touriste, je me suis retrouvé. Je pouvais rentrer en France, mais si je rentrais en France, je pouvais plus revenir au Chili. Et j'allais m'accompagner au Chili. Donc, ce qui fait que ce fameux 1 mois et demi, ça a duré presque 1 an et demi. Et atteindre mon visa, tout ça. Bon, bref, j'ai pas les détails. Et donc, ça a été, par la force des choses, ça a été une confrontation. Moi qui suis jamais parti plus de 2-3 mois loin de mon pays, vraiment là, je repartais à zéro et en plus sur des conditions qui sont... Donc, ça a été quelque chose de fou, pas parce que j'ai décidé, mais parce qu'on va dire toutes les conditions ont fait que ça a été compliqué. Ça a été voilà. Après, je pourrais parler du moment où, comme beaucoup d'indépendants, j'ai lâché mon travail, un job bien payé, tout ça, pour me lancer à à mon compte. Et puis voilà, ça fait partie d'autre chose, quoi. Et justement, en fait, tu amènes un petit peu naturellement ma question suivante, c'était quel a été le plus grand défi de ta vie? Ouais, ça a été Ah, il y en a peut-être plus. En termes de défi, ouais, ça a été celui-là. Ça n'a pas été la période la plus dure à affronter, mais ça a été le plus grand défi à dépasser, ouais, clairement. Le départ géographique ou le départ professionnel, du coup? Le départ géographique. Et là, là où ça a été, le défi était un défi très interne parce que c'est très émotionnel, en fait. C'était très émotionnel. Et c'est là où ça a été le plus difficile à gérer. Le fait de pas savoir quand c'est que j'allais pouvoir revenir dans mon pays alors que je suis parti pour 1 mois et demi, le fait d'être lié à un milieu où il y avait une fermeture, forcément, c'était le moment du confinement. Le confinement était très dur
les premiers mois au Chili étaient beaucoup plus durs en France. Après, ça a été le contraire, ça s'est assoupli, c'était plus dur en France. Et donc, impossible de sociabiliser. Je parlais à peine 3 mots quand on faisait livrer, par exemple, avec un livreur qui venait chez nous, que je récupérais le truc, je comprenais 3 mots sur ce que disait la personne. Ça a été complexe. Ça a été complexe. Tu sais, je fais un parallèle qui est peut-être un petit peu bizarre, mais ce que tu as évoqué, ça m'a fait penser à l'histoire du moine bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh, qui est parti, je crois, en 1966. Il a quitté le Vietnam pour faire une tournée aux États-Unis. Et entre-temps, en fait, il a été, alors j'aurais pas les bons mots, mais banni du Vietnam quelque part. Et en fait, il n'a pu y retourner que 40 ans plus tard. Et aussi, il évoque beaucoup, d'ailleurs, quand il parle, avec toute sa sagesse de moine, mais cette période d'incertitude où, en fait, il savait pas s'il allait pouvoir revenir. Il avait perdu tous ses repères, tous ses contacts. Et là, toute son expérience de moine, toutes ses connaissances, ont été vraiment mises à l'épreuve. Et c'est vrai qu'on sent, en fait, dans tous ces partages. Alors, j'y pense parce qu'il est décédé récemment et que, du coup, je me suis replongée beaucoup dans son histoire, mais il en parle vraiment comme de la plus grande épreuve aussi de sa vie, cet exil un peu imprévu, un peu forcé. Et voilà. Et quand il est retourné chez lui, alors c'était d'autres circonstances, mais il avait fait un AVC, il était en fauteuil roulant et c'est vraiment pour les 2 ou 3 dernières années de sa vie seulement qu'il a pu retourner dans son pays d'origine, et je crois en plus sous surveillance militaire, enfin vraiment un accueil assez particulier, mais voilà, ça m'a fait penser en fait ce que tu évoquais à ce parallèle-là, ce plus grand défi de la vie, effectivement. Ouais. Oui. Pardon, je dirais mon expérience, c'est à moindre mesure, clairement, comparativement à la sienne. Mais sur les similarités, je dirais, voilà, c'est vraiment le point clé, c'est l'incertitude. Par exemple, tu vois, là, donc quand j'ai pu revenir en France, je suis reparti, je savais que je revenais dans un peu plus d'1 an. Et là, c'est OK, je suis serein. Mais quand le fait de pas savoir à quel moment, cette incertitude, c'est vraiment et en fait, j'avais vécu d'autres raisons, je vais pas en parler parce que c'est du domaine du privé, une forme d'incertitude sur les 2-3 années auparavant aussi, à moindre mesure, mais qui était quand même présente. Et en fait, au bout d'1 an et demi, je me disais, putain, mais en fait, vraiment, le travail, c'est le lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Et je suis arrivé à la fin de ce cycle et je me suis dit, mais je suis pas arrivé, quoi. Et j'ai lutté. Alors, il y a eu de l'amélioration, mais je suis pas arrivé à faire ce fameux lâcher prise, type, bon, mais ça va arriver quand ça va arriver. Et c'est un travail c'est là que je me suis rendu compte de la difficulté, la complexité de ce travail de lâcher prise, de vrai lâcher prise sur arrivera ce qui arrivera, et ça arrivera quand ça arrivera. Et en d'autres termes, lâcher prise, on pourrait le dire parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. La vraie notion, la vraie croyance, faire confiance à la vie, quoi. Faire confiance à la vie. Et ouais, c'est dur. C'est dur. C'est pourquoi ça me fait vraiment sourire, parce que c'est un prochain sujet de podcast. J'ai déjà écrit le titre, avoir confiance en la vie. Confiance en la vie. Et je vais écouter avec grand intérêt. Oui, il n'est pas encore écrit, il faut que je prenne le temps parce que oui, c'est vraiment un sujet. Et comme tu l'évoquais, le lâcher prise, on en parle beaucoup, on dit beaucoup de choses dessus, mais on peut rester très longtemps dans cette conception mentale du lâcher prise, mais émotionnellement, quoi. Comment est-ce qu'on accepte vraiment, comment on laisse vraiment une place à l'émotion pour lui dire que elle est bienvenue, qu'elle est là, et puis se laisser en fait gagner par cette confiance et voilà, ce dont on dit que c'est notre nature, mais qui parfois est bien difficile à arriver en fait sous les couches de tout le reste. Et du coup, alors tu dis que lâcher prise a été difficile pour toi. Pour autant, qu'est-ce qui t'a aidé quand même à traverser ce grand défi, celui de cet exil avec toute cette incertitude? Qu'est-ce qui, pour toi, t'a permis de surmonter ça? Alors, plusieurs choses. La spiritualité, clairement, ça m'a aidé. Justement, j'allais dire par rapport au lâcher prise. En fait, le lâcher prise et être spirituel, c'est entre guillemets, c'est facile quand tout va bien. Et c'est vraiment dans ces épreuves-là que
qu'on a tendance à avoir plus de mal à s'y raccrocher, et en même temps, c'est là où ça devient le plus aidant, et c'est là où ça fait sens. Donc ça m'a aidé. Et puis aussi, ne nous cachons pas, je me suis fait accompagner. C'est vraiment, j'avais besoin, j'y suis pas allé tout seul au début, si. Et quand j'ai vu que voilà, alors j'avais mon hypnothérapeute, j'avais qui est un ami, un super hypnothérapeute quand j'étais à Toulouse, qui hélas, comme j'étais loin, on pouvait pas travailler ensemble, mais donc je me suis fait accompagner, pendant cette période, et ça m'a aidé. J'ai refait du sport aussi, ça m'a aidé aussi. Dieu merci, au niveau de la partie activité professionnelle, ça se passait très bien, donc du coup j'avais pas de souci à me faire là-dessus. Donc au moins, je me suis dit, la vie m'a foutu la paix de ce côté-là pour me concentrer sur le reste. Et voilà, essayer de prendre soin un maximum de moi. Et puis le passé, quoi, passer là. Et ce qui m'a aidé aussi, maintenant tu vois, ça me vient en tête, c'est en fait, quand je suis arrivé, on était dans un appartement que j'apprécie pas forcément, et très vite, c'était temporaire, et je me suis dit, en fait, il faut qu'on ait vraiment un lieu qui soit confortable. Et donc, il y avait l'idée d'un appartement plus grand ou d'une maison. Et moi, je voulais vraiment une maison. Je voulais vraiment, me disais, voilà, j'ai besoin d'être dans une maison. Et en fait, ce que je vois par la petite anecdote, depuis l'âge de 17 ans, j'ai toujours vécu en appartement. Quand j'étais gamin, j'ai vécu dans une maison avec un énorme jardin, tout ça. Et en fait, comme c'était la période du Covid, comme c'était la période où on savait jamais si on était en confinement ou pas, s'il fallait faire un déménagement, est-ce que ça allait être faisable, parce que nous, on avait un permis où on pouvait sortir que 2 fois par semaine. Et c'était sur Internet où on faisait le truc. Donc, en fait, vraiment, c'était pas des déclarations qu'on se faisait soi-même où on le signait à la fin. Donc, c'était beaucoup plus complexe. Et je tiens à ma compagne, je dis, écoute, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est galère, mais n'attendons plus. Et faisons les démarches, continuons, et on verra ce qui se passera au moment où ça se passera. Et ça a été une excellente décision, parce que sinon on aurait attendu 1 an. Et finalement, après avoir attendu 4-5 mois, on s'est remis à faire des recherches de maison. On a réussi à trouver. Et quand on a fait ce déménagement là, ça s'est réouvert. Et ça s'est réouvert parce que le lieu s'y prêtait plus, parce qu'on avait plus de confort, parce qu'on avait plus d'espace, clairement. Mais surtout parce que il y avait une dynamique de mouvement qui a été mise en place, et ça, en se disant, ça se fera comme ça se fera, et la vie est bien faite, et de toute façon, même si ça galère, on trouvera des solutions. Et comme par magie, au moment où on a déménagé, c'était juste au moment où les restrictions s'étaient baissées depuis 15 jours. Et donc voilà, alors je dis pas, on aurait très bien pu tomber dans un moment où ça aurait été compliqué, mais il y aurait eu des solutions. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. C'est, certes, il y a des moments pour attendre, il y a des moments qui sont nécessaires, il y a des moments d'incubation. C'est vrai qu'avec Internet, on a tendance à vouloir tout de suite rapidement. Il y a des moments, on va dire, j'aime bien cette expression qu'avait dit un ami il y a très longtemps. On n'a pas un enfant, c'est une mère 9 mois. C'est pas 9 mères 1 mois. Et c'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment un temps, mais en même temps, le fait d'être dans une dynamique d'action, dans une dynamique de mouvement, je dirais plus que d'action, de mouvement, c'est important. C'est important, et ça fait les changements. Ça crée les changements. Et chacun peut le faire à son rythme, mais dans une dynamique de mouvement. Combien de personnes se disent, par exemple, j'ai envie de vivre mon activité, j'ai envie de me lancer, et elles ont cette idée, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, elles disent ça, et ça s'est jamais fait. Mais en fait, c'est pas que ça s'est jamais fait, c'est qu'il n'y a jamais eu une première mise en action, qui peut-être n'amènera jamais à être indépendant, mais va amener des choses, et va produire des changements ou des dynamiques de vie qui va amener vers un évitement de quelque chose qui n'est pas forcément agréable, ou un évitement d'un état qui
qui peut s'améliorer. Et justement, du coup, c'est la question que je voulais te poser, mais tu y as répondu. C'était, quelle est la leçon principale que tu retiens, en fait, de cette épreuve-là, ce défi et ce qui a suivi. Donc, pour toi, c'est vraiment l'acceptation des différentes phases du changement. Tu le décrirais comme ça? Ouais, l'acceptation et aussi, je crois que si je devais ouais, c'est marrant parce que c'est un peu paradoxal, mais en même temps, c'est ça, c'est prends ton temps, écoute-toi, c'est bon. Mais mets-toi en mouvement quand même, mais en même temps accepte que les phases de non-mouvement font partie du mouvement. C'est ça, il y a ce côté très cyclique un peu ça, du changement. C'est dans le sens, je dirais plutôt pas prendre ton temps, c'est et confiance à la vie, confiance aux choses. Tout va arriver quand ça doit arriver. Cette conscience-là qu'on vit, qu'on a déjà vécu par le passé, qu'on oublie, c'est que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et en même temps, d'être dans une dynamique de mouvement. Ouais, effectivement. C'est un peu, c'est pour ça que c'est paradoxal sans forcément trop l'être. Mais je dirais dans un autre terme, c'est fous-toi la paix, quoi. Fous-toi la paix, ça va se faire, ça va bien se passer. Et justement, alors tu vois, comme ça, on va prendre de l'avance sur mon prochain podcast et confiance en la vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour cultiver, pour développer cette confiance en la vie? Donc là, il y a des messages, tu vois, des choses à se dire. Mais comment est-ce que toi, par exemple, tu la cultives, cette confiance-là? Ce que j'ai fait, c'est que, c'est la confiance à la vie, ce qui m'aide, c'est la confiance en l'aspect magique de la vie. Donc, on avait parlé de spiritualité, de l'histoire du restaurant, tout ça. En fait, je me suis fait une petite liste que je lis pas suffisamment d'ailleurs, sur mon téléphone, de toutes les choses incroyables, magiques qui sont arrivées dans la vie. Et pour me rappeler, en fait, que ça a déjà été parce que je l'ai déjà vécu. Et c'est ça, en fait, le plus difficile, c'est que on a déjà vécu des choses qui nous confortent ça. Sauf que quand on est en période de doute, on oublie tout. Et on est dans une espèce de trou noir et où finalement rien ne va. Et donc, c'est avoir ces petits rappels mémoriels. Après, je dirais aussi, c'est l'état d'être, l'état émotionnel, qui est super important. Donc, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Mais en même temps, il n'empêche à un moment donné de commencer à prendre soin de soi, de faire un peu de méditation, de faire un petit peu de sport, de s'aérer, de se balader. Comme tu disais, c'est très juste et très fort le silence. Par exemple, une grande balade ou ce genre de choses-là. Ces moments de retour sur soi et de paix, je dirais, ces moments de paix. Et en se reconnectant à ces moments de paix, la confiance revient. Et c'est vrai que souvent, on a ce stress de la vie, tout ce brouhaha partout, et tous ces trucs, toute cette stimulation, qui nous fait oublier ça. Et justement, pour aborder un peu cette note d'espoir ou de confiance, on parle beaucoup de monde nouveau, tu sais, cette expression, nouveau monde ou le monde nouveau. Et justement, ce monde nouveau, pour toi, il ressemble à quoi? Le monde nouveau, alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut mettre derrière sur la définition d'un monde nouveau. Pour ma part, en fait, on va dire, j'ai une approche différente, on va dire plutôt. Et c'est très lié à mes études par rapport à spirale dynamique et autres. C'est cette notion de spirale dynamique, de spirale d'évolution, qui est que finalement, en fait, le monde évolue sans arrêt, sans cesse. Et je pense qu'il y a vraiment des moments de cap qui se fait, des gros gaps qui se font à tel moment. Alors, c'est peut-être ça, justement, ce monde nouveau. Effectivement, c'est clair qu'on est dans des situations, dans des moments où, clairement, avec le Covid, il y a un avant et un après. Ça a amplifié les tensions qui étaient déjà présentes, mais en même temps, ça a amené d'autres prises de conscience. Et aussi, pour tempérer, tout le monde n'a pas ces prises de conscience-là. Donc,
c'est vraiment, il y a la partie collective et individuelle qui sont à mettre en considération. Je dirais que le monde, déjà, on est en train de plus en plus de pivoter, du moins dans les sociétés occidentales. Je prends toujours ce modèle spirodynamique d'un modèle qui était un modèle qui était très lié au capitalisme, tel qu'on pouvait le voir, à l'individualisme, la recherche de sa propre liberté, les sciences, l'évolution et tout cet univers-là de productivité, vers un monde qui est plus centré sur l'humain, sur les émotions, sur le ressenti de chacun. Donc, on était vraiment en train de basculer là-dessus. On est en train d'aller plus sur du communautarisme, sur de l'acceptation, donc ce qui est une bonne chose d'un côté. Et en même temps, il y a des bonnes choses aussi sur l'autre monde qui ne sont pas à rejeter. Et je crois que le plus grand, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait que la bascule d'un état à un autre, c'est on a tendance à aller à polariser plutôt d'un côté ou de l'autre. Donc, à arriver justement à soi-même garder cet équilibre, il y a du bon et du mauvais sur chaque chose, et arriver justement à garder le bon et à mettre le mauvais un petit peu de côté. Voilà, c'est ce que je dirais. Et ouais, c'est un peu ce que je verrai après, à voir comment ça évolue, c'est très compliqué. Je trouve qu'on est dans une période où on est dans de nombreux changements et justement, il y a cette notion de lâcher prise, quoi. Et du coup, alors plutôt que monde nouveau, tu vois, alors c'est vrai que ce métier que tu as choisi du coup depuis des années maintenant, qui est la continuité de tout ce parcours, j'imagine que pour toi, c'est aujourd'hui ta plus belle façon de contribuer pour aller, alors si ce n'est vers un monde nouveau, en tout cas un monde en perpétuelle évolution. Du coup, c'est peut-être plus juste par rapport à ce que tu as partagé. Et du coup, comment est-ce que tu y contribues alors aujourd'hui? Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu es dans cette mission-là, en tout cas dans cette contribution-là? C'est que ce que je fasse, alors avant, c'était que ça puisse toucher le plus grand nombre de monde. C'était vraiment cette idée-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment bougé sur cette dynamique-là, c'est que ce que je fais puisse toucher en profondeur un maximum de personnes. C'est-à-dire, je préfère qu'il y ait touché une masse générale. Non, c'est que mon travail puisse impacter. Tu vois, par exemple, si sur le travail qu'on fait ensemble sur cette interview, ça a pu aider des personnes à faire des prises de conscience ou voir les choses différemment, on peut peut-être se dire, tiens, Nicolas, il a dit n'importe quoi là, mais en même temps, ça m'amène à penser différemment. Donc, stimuler justement stimuler l'intellect, mais pas que l'intellect, stimuler la curiosité et élever le niveau de conscience de chacun. C'est vraiment ça. Élever sa conscience. Et que ce soit par l'acceptation de mes idées, par le rejet ou par l'ouverture vers d'autres visions. Je suis un petit peu sur cette vision-là aujourd'hui. Et comment s'est fait cette bascule justement de toucher le plus de monde possible à toucher le plus profondément possible, finalement, les personnes que tu touches? À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une course sans fin, course sans fin. C'est un vrai sujet pour tous les entrepreneurs et notamment nos thématiques de formation, de coaching. Ouais. C'était une course sans fin et que finalement, en fait, on constata que certaines personnes pouvaient avoir plus d'impact, de vrais impacts de vie, et même si on parle d'un point de vue entrepreneurial, de vrais impacts financiers, sans forcément avoir une multitude de personnes qui les suivent ou autres. Et puis aussi, un autre point, ça aussi, j'en ai pas parlé en amont, j'adore, alors, l'histoire en général, mais je suis assez passionné de certains sujets d'histoire, et notamment des grands noms qui ont fait avancer le monde, d'idéalistes aussi. Et je me rends compte, en fait, que par exemple, tu vois, un truc tout con, aujourd'hui, si tu parles de Beyoncé, tout le monde connaît Beyoncé. On parle de Will Smith et l'autre idiot là, ces deux idiots. Je ces deux idiots, bon, parce que tout le monde en parle. Bref, ça c'est un sujet, on pourra en parler aussi, mais qui cultive tous les débats, alors qu'il y a d'autres sujets bien plus importants aujourd'hui. Bon, bref, tout le monde en parle, ils sont connus de tous.
mais au final, quel va être l'impact de ces personnes-là? Et tu vois, il y a un personnage historique qui s'appelle Cosme de Médicis, qui est la famille Médicis. Alors, on connaît plus ou moins de nom la famille Médicis. Et ce gars-là, en fait, qui est, on va dire, un des précurseurs de la famille Médicis, il était passionné par la recherche, par le savoir. Donc, ils avaient également pas mal de moyens financiers. Et il est allé chercher plein de textes, des textes, anciens textes grecs, perdus, et il les a fait traduire. Et notamment, il a demandé à un traducteur, Marcille Ficin, de faire traduire certains de ces textes. Alors, il y a des textes, j'avais parlé de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, il a fait traduire ce texte-là, mais aussi texte d'un philosophe qui s'appelle Platon. Et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est que tous les textes qui sont, tout ce qu'on sait, la littérature sur Platon provient de ces deux hommes qui sont allés récupérer ça. Et personne ne les connaît, ou très peu de personnes en parlent, mais pourtant l'impact qu'ils ont eu. Et en fait, c'était à Florence en Italie, c'était au début de la Renaissance, et c'est dans cette ville-là que s'est créé ce changement de paradigme, de vision du monde, où justement est venue cette philosophie néo-platonicienne qui a amené derrière d'autres perceptions qui sont différentes des perceptions qui étaient des perceptions dogmatiques de l'Église catholique de l'époque, et cette ouverture qui s'est faite avec après les explorateurs, les Copernic, les Galilée, les Gutenberg et autres. Et ça, tu vois, ça a été une prise de conscience pour moi de dire voilà, parfois il suffit de quelques petits changes de quelques actions à un endroit donné, à un lieu donné, mais qui sont faites de telle sorte qu'elles peuvent ouvrir sur tout un changement, et un changement qui peut être, et là on peut vraiment dire le mot, un changement mondial. Je suis pas sûr, en même temps je parle de star de divertissement, mais je suis pas sûr que Beyoncé fasse ce changement-là. Peut-être que je me trompe. Et c'est là où finalement, en fait, je vois les choses différemment entre guillemets, popularité, notoriété et changement et impact. Et justement, il y a une question que je t'ai pas posée qui était quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus? Donc là, en fait, un peu ces personnes de l'ombre, mais à très fort impact, quelque part, c'est quelque chose qui est fascinant. Moi, j'ai envie de dire, souvent, les personnes qui m'inspirent le plus, ils sont tous morts. À part Jean-Claude Van Damme, ils sont tous morts. Et en fait, c'est souvent des Jung. C'est plus récent. Je suis pas mal fasciné sur le travail de Jung. C'est incroyable. Ce gars était vraiment c'était un visionnaire, véritablement, qui justement a lié la spiritualité, la psychologie, qui a eu des ennuis d'ailleurs par rapport à ça. Certains personnages de la Renaissance, beaucoup, la famille Médicis, j'aime beaucoup ces personnages-là. Des grands artistes aussi. Léonard de Vinci est un personnage qui inspire beaucoup de monde, qui fascine beaucoup. C'est le cas pour moi. J'ai pas d'autres. J'ai Tesla aussi, j'adore Tesla, super intéressant. Et puis il y a des noms pas du tout connus. Tu vois, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Brunelleschi. J'avais même fait une vidéo sur lui, ça n'avait pas marché, mais je m'en foutais, je voulais vraiment faire la vidéo. J'avais même fait tourner des plans à Florence. Je sais pas si tu connais, si tu as déjà vu la cathédrale de Florence. Et cette cathédrale, elle est magnifique, et son dôme, c'est le dôme de briques le plus grand au monde. Et lorsqu'ils ont voulu construire cette cathédrale, ils ne savaient pas comment construire ce dôme-là. Les techniques de l'époque ne permettaient pas de faire ça. Et cet homme a réussi justement, en revenant sur des techniques anciennes, en utilisant de l'innovation, à réaliser cet impossible et à développer des techniques innovantes. Et c'est des personnes, tu vois, qui m'ont touché, qui m'ont marqué, qui m'inspirent, parce qu'ils ont réalisé des choses que personne n'a réalisées. Ils ont
dépasser d'un cran le champ des possibles. Et ça, c'est chouette. Ah, super. Ouais, effectivement. Et du coup, pour revenir alors à ton activité, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans tout ce que tu fais professionnellement? Quel est le truc le plus vibrant pour toi? Parce qu'on a évoqué quelques casquettes différentes. Voilà, quelle est ta zone de magie, tu as l'impression aujourd'hui? Alors, je dirais, il y a quelques années en arrière, c'était transmettre. Transmettre, c'était vraiment... alors, c'est toujours primordial pour moi. Mais je crois que plus que transmettre, c'est ce côté découverte, en fait. Explorer un peu. Explorer, ouais. Secret. J'ai vu qu'il y a des secrets souvent dans les vidéos, les podcasts. On sent ce côté un peu caché, comprendre, révéler. C'est ça, c'est exactement ça. Par exemple, tu vois, on parlait de la pyramide de Maslow. Ça m'a fait kiffer quand j'ai découvert que, en fait, il n'y a pas 5 niveaux, il y en a 8. Et j'avais une vision qui était plutôt négative de la pyramide de Maslow parce que quand je l'entendais, ça me parlait pas trop. Ça semblait manquer de subtilité, de nuance. C'est ça. Ça, c'était très basique. Tout le monde en parlait à tout va. Et après, quand j'ai regardé, j'ai appris que donc il y avait Maslow avait découvert 3 autres niveaux, puis après qu'il y avait d'autres choses qui ont été faites, il y a d'autres personnes qui apportaient d'autres choses sur d'autres champs, et là je me suis dit mais waouh, mais en fait c'est génial, et ça m'excite beaucoup de découvrir tu vois, par exemple sur l'énéagramme, je suis allé sur des articles de recherche qui n'existent nulle part, sur des vieilles interviews, sur des vieux enregistrements, et trouver des petites pépites, ou alors être dans un autre domaine de connaissances. Par exemple, je parlais de Jung, et trouver un truc comme ça qui alimente, par exemple, l'énéagramme. Ça me passionne. Des passerelles, tu veux dire, faire des ponts, les liens entre les domaines. Des ponts, ou même plus que ça permette de revisiter une autre discipline sous un autre angle. Et dire, mais en fait, là, il y a ça, mais en fait, c'est parce que c'était écrit comme ça. Si on le voyait sous un autre angle, ça donne une autre perspective. Et en fait, c'est un peu comme si à chaque fois, on ouvrait un peu plus ce champ des possibles. Ça, j'adore ça. Et ce que je regrette justement dans mon activité professionnelle aujourd'hui, mais que je pense, tu vois, en parlant avec toi, ça me donne motive encore plus de faire. Je regrette de pas prendre et pas avoir suffisamment de temps pour ce travail de recherche. Et j'aimerais qu'il soit beaucoup plus... Chercheur de vérité. C'est ça. On y est. Superbe. C'est vrai qu'on sent tellement que tu vibres en fait à l'évocation de tout ça. Ouais. J'ai envie d'aller regarder toutes tes vidéos là et tous tes podcasts. Va falloir que je trouve le temps aussi pour le faire parce que c'est vraiment super intéressant ces mystères. Et voilà, ça donne envie en fait et tu dis ça ouvre le champ des possibles, ça ouvre aussi notre compréhension, je trouve. Ça tisse en fait quelque chose de plus en plus cohérent, de plus en plus Et super intéressant. Est-ce qu'il y a maintenant une question que tu aurais aimé que je te pose? Là, de but en blanc, je vois pas. On est allé sur des sujets qui étaient quand même vraiment chouettes, donc je ne crois pas. Bon, si jamais ça te revient plus tard, tu pourras toujours me la poser. Tu pourras me le dire et puis je te la poserai si tu veux en off du coup après. Et du coup, alors pour terminer, quel serait ton message à celui ou celle qui nous écoute? Mon message. Au vu de tout ce qu'on a dit, c'est, je crois véritablement, non, c'est pas je crois, c'est, je suis convaincu au plus profond de moi que on a tous ce que j'appelle un trésor caché à l'intérieur de soi. C'est que on est tous uniques, ça c'est une évidence, mais que cette unicité fait notre valeur. Et je dirais notre valeur vraiment. On parle de valeur, on parle de trésor, de bijoux, d'argent, et c'est vraiment ça. Et d'aller se connecter au maximum sur ce qui nous rend unique, et ce qui nous rend unique, qui nous enrichit à nous quand on l'exprime,
et qui enrichit également les autres parce qu'on l'exprime. Et aller vers cette quête-là, c'est génial, en fait. Et ça serait vraiment ce que j'inviterais la plupart des personnes à faire, c'est commencer à faire ça. Alors, on pourrait poser la question, oui, mais ok, Nico, comment on fait? Commencez à chercher, vraiment, à voir ce qui nous fait vibrer, et là, vous sentez que vous êtes épanoui, heureuse, heureux, et justement là où vous sentez que vous n'êtes pas. Et qu'est-ce qui fait que vous l'êtes ou que vous n'êtes pas? Et rien que là, ça va donner des réponses. Voilà. Magnifique message. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette superbe interview, voilà, vraiment passionnante et hyper inspirante. En tout cas, moi, je me sens profondément nourrie d'avoir animé cette interview et de t'avoir écouté. C'était vraiment très, très enrichissant. Donc, un grand, grand merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir, c'était un très bon moment et merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps et la patience d'écouter jusqu'au bout. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.